Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire. Nous sommes le lundi 24 septembre 2018. J'espère que vous avez passé un bon week-end cette semaine assez chargée quand même sur le plan politique. On a la guerre commerciale qui, vous savez, a repris un petit peu de rythme la semaine dernière. Bon, on a eu quand même de l'appétit pour le risque puisqu'on a eu, on va dire, le marché a eu une bonne surprise dans le sens que Donald Trump, au lieu de décider de taxer à hauteur de 25% directement 200 milliards de dollars de marchandises chinoises, eh bien, a décidé d'imposer des tarifs d'une hauteur de 10%, ce qui, alimente la spéculation des investisseurs sur, un accord, enfin, en tout cas des discussions qui sont toujours ouvertes entre Pékin et Washington, alors que s'il y avait directement des tarifs de 25%, on peut considérer que la porte aurait été considérée comme fermée pour des nouvelles négociations. Donc voilà, c'est probablement pour cette raison qu'on a eu de l'appétit pour le risque. En tout cas, le dollar, le yen qui ont été les deux devises les plus baissières parmi les majeures la semaine dernière. Euh, Moi personnellement, je m'attends à une hausse du dollar en début de semaine. Comme on sait, hein, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. La Fed, peu de chance qu'il y ait des nouvelles, enfin déjà la hausse des taux elle est déjà intégralement pricée dans les prix. La seconde hausse des taux d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire pour le mois de décembre, est presque également intégralement intégrée dans les prix. Les projections macroéconomiques ne devraient pas vraiment changer mercredi. Donc voilà, moi personnellement, je m'attends à une hausse du dollar d'ici mercredi. Et voilà, après la nouvelle vente du dollar. Donc voilà, léger pullback, un petit repli, pardon, non rebond, excusez-moi, du dollar cette semaine, en début de semaine, pardon, et deuxième moitié de semaine, donc à partir de mercredi soir, jeudi, une nouvelle baisse du dollar. Voilà, donc guerre commerciale, Fed, on a également le budget de l'Italie qui sera annoncé jeudi. On attend notamment de savoir s'il y aura, quelle sera la hausse hein, des dépenses du gouvernement pour 2019. Je rappelle que le gouvernement italien, cette coalition entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, eh bien, souhaite mettre en place un programme pour voilà, respecter ses promesses de campagne qui, eh bien, qui, pardon, qui devrait engendrer une hausse du déficit du gouvernement. La question est de savoir quelle sera la hausse par rapport au PIB. Est-ce que ce sera 2%, 2,5, 3% du PIB? Donc voilà, c'est un petit peu cela dont le marché surveillera jeudi. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'avertissement égal sur les risques que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, je vais saluer la salle de trading. Bonjour à vous, Pascal. J'espère que vous allez bien. Didier, que je salue également. Edgy, bien le bonjour à vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Mais écoutez, oui, j'ai passé un bon week-end. Merci. Merci, Edgy. Bruno, bonjour. Heureux de vous retrouver bien également. Plaisir partagé. Thierry, Frédéric, Raymond, Yvan, Franck, voilà. Bonjour à vous tous, chers habitués. Ça fait très plaisir de vous retrouver. Vous changez de stratégie sur USD Yen à la vente. Alors, on va voir ça dans un petit instant. On va voir ça dans un petit instant. Moi personnellement, Frédéric, quand je regarde le Yen Index, eh bien, je le vois rebondir. Donc voilà, on va voir ça dans un petit instant. Comme d'habitude, on va commencer par le briefing de l'actualité. Alors, après l'OCDE jeudi, on a l'agence de notation Fitch hein, qui a revu ses prévisions de croissance mondiale à la baisse en raison de la bataille commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les prévisions de croissance de la Chine ont été revues à la baisse de 0,2 points, 6,1% pour 2018, et les prévisions pour la croissance mondiale de 2019 revues à la baisse de 0,1 point. Et à noter que la deuxième salve de tarifs douaniers entre Chine et USA est entrée en vigueur ce matin. Concernant la politique US, vous savez qu'il y a un scandale un scandale. Il y a une histoire qui pourrait affecter les élections de mi-mandat. C'est eh bien le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, eh bien fait preuve d'une certaine de certaines accusations depuis 2 semaines à peu près d'une femme pour harcèlement sexuel, il me semble quelque chose comme cela. Et il y a une deuxième femme qui s'est ajoutée à l'histoire ce week-end, qui a accusé publiquement donc ce juge, hein, qui est candidat, je rappelle, de Donald Trump à la Cour suprême,
d'inconduite sexuelle, et donc 4 jours avant l'audition cruciale de cette première femme, Christine Blasey Ford, qui le met également en cause. Donc ça pourrait être un facteur qui pourrait impacter la cote de popularité finalement de Donald Trump. Donc c'est également à suivre dans le fond. C'est pas la priorité, mais c'est à suivre. Concernant le Brexit, alors ça devrait pas être le sujet majeur cette semaine. Toutefois, ça sera quand même rythmé la livre sterling. Vous savez qu'on arrive proche, enfin relativement proche de la date butoir exigée par Bruxelles, qui est 16, à peu près le 16 octobre pour un accord. Même si voilà, elle va organiser un sommet spécial Brexit en novembre. Voilà, la date butoir s'approche et par conséquent, la volatilité sur le GBP devrait être de plus en plus élevée à mesure qu'on ait des incertitudes. Et donc on a la presse britannique qui a jugé vendredi que le projet Shaker, Shaker, je ne sais pas comment ça se dit exactement, de Theresa May est mort. Theresa May a réclamé vendredi à l'UE de proposer une alternative à ses propositions sur le Brexit. Donc voilà, je dirais pas une première, mais voilà, plutôt une demande cette fois-ci que ce soit l'UE qui propose plutôt que le gouvernement britannique qui fasse ses propositions sur la frontière irlandaise. Et on a, alors ça c'est assez important, des membres du gouvernement britannique qui pourraient démissionner si Theresa May n'acceptait pas d'établir un plan B au plan Shaker d'après plusieurs journaux. Il faut savoir que parmi les conservateurs, dont Theresa May fait partie, eh bien on a vraiment une scission entre les deux. On a une partie des conservateurs qui sont globalement pour un hard Brexit, comme Boris Johnson, qui, je vous rappelle, a démissionné du gouvernement début juillet. Donc voilà, on a vraiment une partie qui est pour le hard Brexit, un autre qui est pour le soft. Ajouter à cela les partis opposants aux conservateurs qui sont principalement le parti travailliste. Le parti travailliste qui a indiqué que si le plan Shaker de Theresa May ne passait pas au Parlement britannique, n'était pas voté, eh bien ils soutiendraient, enfin ils inviteraient probablement un second référendum sur le Brexit. Donc ce second référendum, ce scénario, on va dire, gagne en crédibilité petit à petit. Maintenant, voilà, je pense que c'est encore cette probabilité est assez faible, donc faut pas se reposer là-dessus. Mais voilà, en tout cas, on a Theresa May qui trouve des une opposition au sein de son parti. Donc ça, c'est comme vous savez un point qui affecte énormément les négociations du Brexit. Ça ralentit énormément. Il faut savoir déjà qu'il y a donc ces divergences entre Londres, Bruxelles. Ensuite, on a les divergences entre conservateurs et partis opposants comme le Parti travailliste. Et ensuite, on a des divergences au sein même des conservateurs britanniques. Donc voilà, Theresa May fait face à quand même pas mal de divergences concernant le Brexit. Donc voilà, ça devrait être assez volatile ce GBP à l'approche du Brexit. Concernant la zone euro, on a d'un point de vue macro la croissance de l'activité privée en zone euro qui a ralenti en septembre, freinée par des exportations stagnantes selon la première estimation de l'indice PMI composite. En Italie, on a le gouverneur de la Banque d'Italie qui a mis en garde le gouvernement contre les effets d'un accroissement du déficit public sur les taux des obligations italiennes. En clair, si on a une hausse trop importante du déficit public, marché obligataire italien qui va être sous pression et le rendement qui va augmenter, ce qui va évidemment provoquer une hausse des coûts de remboursement de la dette italienne. C'est comme ça que voilà, on peut avoir vraiment une envolée d'un déficit parce que en fait, plus on a un déficit par rapport à son PIB qui est important, plus généralement, je parle bien, on a une perte de confiance de la part des investisseurs et donc on peut avoir des rendements qui augmentent et donc ce gouvernement va avoir encore plus de mal à rembourser sa dette, la dette va encore plus augmenter et ça va être exponentiel. Voilà, donc ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Et pour ce qui est de l'OPEP, on a le ministre saoudien de l'énergie qui a déclaré que l'organisation interviendra pour éviter une pénurie sur le marché lorsqu'ils jugeront le moment opportun. Donc ça fait, c'est une réponse indirecte à ce que disait Donald Trump, d'augmenter la production
voilà, de faire baisser les prix de pétrole maintenant, hein, je cite, il a tweeté cela, il me semble jeudi ou vendredi dernier. Donc voilà, pas de hausse des priori. L'OPEP ne souhaite pas augmenter sa production pour le moment. Voici pour résumer des séances américaines et asiatiques. Donc vendredi, DXY en hausse, Dow Jones nouveau record. À l'inverse, S&P, Nasdaq, Russell en baisse. Ce matin, on a le T-Note qui est à 3,07. Il a inscrit un plus haut à 3,10. 3,10 vendredi. Je vous rappelle le record de l'année qui est également le plus haut depuis 2011, c'est 3,11%. Le Yen Index est en hausse ce matin, plus 0,27. On a la bourse de Tokyo qui est fermée. Le gold qui est en légère baisse parce qu'on a un rebond du dollar. Et le Shanghai Composite qui prend 2,50%. Donc encore une hausse de Shanghai ce matin. Concernant le calendrier macro, alors on a à 10h l'enquête IFO Allemagne qui sera le rendez-vous du jour. On aura un discours de Mario Draghi, mais rien de très important. Ça devrait pas être sur la politique monétaire. Enfin, voilà, il n'y aura pas de décision, il n'y aura pas d'annonce. Donc voilà, faut rester quand même prudent, mais en soi, c'est pas, ça ne sera normalement pas une source de volatilité. Voilà, donc on va passer sur les marchés. On voit ce matin qu'on a le GBP, le yen, le dollar qui sont haussiers, et à l'inverse les devises Como qui sont les plus en baisse. Alors, on passe au plus intéressant, qui est ce Yen Index. Regardez ce Yen Index. Sur support, RSI commence à rebondir, le stochastique commence à se croiser. Attention, on n'a pas la clôture. Donc rien n'est fait, mais aujourd'hui, on devrait avoir concrètement une précision. Soit on a un signal haussier donné par le stochastique, c'est-à-dire que si les deux courbes se croisent, pour le moment ce n'est pas le cas, c'est que de l'intraday, pour le moment le croisement. Et l'idéal, ça serait qu'on ait également un chandelier qui soit bullish, comme un avalement haussier, voilà, quelque chose, ou un marteau. Là, pour le moment, vous voyez, on a un marteau, mais il faudrait qu'on ait la confirmation avec un chandelier bullish. Donc voilà, on pourrait avoir un signal haussier sur le yen. Moi, personnellement, vous savez que c'est la stratégie baissière sur le yen repose là-dessus. Donc voilà, je n'ai pas dit mon dernier mot sur le yen. Par contre, si on est amené à passer en dessous de ce support, dans ce cas-là, faudra annuler les stratégies acheteuses du yen. Concernant le dollar US, voilà, sur support, moi je m'attends à un petit rebond, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, demain, mercredi, probablement mercredi ça devrait être très peu volatile, puisque le marché généralement, le jour de la décision des taux de la Fed, il reste très très calme. Donc voilà, je m'attends à un rebond du dollar parce que voilà, on a eu une belle baisse quand même la semaine dernière. Sur le DXY, regardez, on a eu l'épaule tête-épaule, casse sur la ligne de coup. Donc voilà, je m'attends à un rebond. Mais dès mercredi soir, voire jeudi matin, après la hausse des taux de la Fed et sans nouvelle surprise des projections dans les projections macroéconomiques, on devrait avoir une nouvelle baisse. Donc haussier dollar pour ces deux prochaines séances. Haussier dollar, haussier yen d'un point de vue technique. Maintenant, on attendra une confirmation avec la clôture aujourd'hui. Si on se met en 4 heures d'ailleurs, regardons de plus près. Alors, pas de divergence sur le 4 heures. Ça, c'est à noter. Pas de divergence, donc pas de signaux haussiers, à part si ce n'est le croisement du stochastique et le RSI qui repasse au-dessus de 30. Mais sinon, on n'a pas vraiment de signaux majeurs. Donc voilà. Yen, on attend concrètement la clôture pour avoir des signaux réels qui seraient donnés si par exemple on a le stochastique qui se croise. Pour ce qui est du NZD, on a un rebond, mais vous voyez que bon, la tendance reste clairement baissière. Elle reste clairement baissière. D'ailleurs, si on trace une oblique, pente de Bollinger. Voilà, donc là, nous avons la moyenne mobile à 100 jours, il me semble. Non, 50. 50, vous voyez qu'elle n'a pas été dépassée depuis le mois de juin. Et là, on arrive a priori sur un niveau de prix assez intéressant, sur une résistance. Donc voilà, à surveiller de très près. Pour optimiser son point d'entrée, eh bien le stochastique pourra nous aider avec le croisement notamment. Le RSI également, s'il repasse sous 50, ça sera un signal baissier. Donc voilà, je pense que ceux qui étaient à l'achat sur la NZD et la UD hier, la semaine dernière, pardon, je sais pas ce que j'avais qu'hier, mais ceux qui étaient à l'achat la semaine dernière sur les devises Como, je pense que faut, voilà, ça doit probablement
on doit s'approcher d'un renversement à la baisse pour retourner dans la tendance de fond. Bien qu'on ait eu l'appétit pour le risque la semaine dernière, qui a permis une surperformance de l'AUD et du NZD, voilà, c'était, on va dire, un rebond technique puisqu'ils étaient clairement survendus. Mais voilà, personnellement, je reste très, on va dire, assez pessimiste sur cette guerre commerciale. Je pense pas que voilà l'impact baissier est terminé. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'intervention d'Alexandre Baradez sur BFM vendredi. Alors c'est disponible en replay, hein, notamment sur sur Twitter. Alors je pense que sur la ça a été retweeté par Daily FX France, mais voilà, il a très bien très bien résumé les comment dire, eh bien ce qui pourrait se passer par la suite et ce qui n'a pas été pricé par le marché. Et c'est des scénarios clairement probables. Donc voilà, je vous envoie le lien parce que c'est très intéressant ce qui ce qu'il nous a ce qu'il a indiqué sur Twitter. Donc voilà. Donc je vous invite à écouter si vous avez le temps son commentaire, ça dure 2 minutes, hein, donc c'est pas très très long. Alors, donc pour le NZD, voilà, NZD, AUD, on a eu un rebond des devises Como, mais bon, si on se base uniquement sur l'analyse technique, si on oublie cette guerre commerciale, etc., clairement là on est dans une tendance baissière. Il n'y a aucun doute. On est sous un moyenne mobile à 200, sous un moyenne mobile à 50, sous le nuage Ishimoku, sous une oblique baissière. Je vois pas de raison d'acheter du NZD sur du comment dire, du moyen terme. Et vous voyez d'ailleurs, on a un canal, 2 points de contact. On vient chercher le creux entre ces 2 sommets. C'est comme ça qu'on trace un canal baissier. Voilà, on met la ligne de tendance au plus bas entre les 2 sommets qui composent cette résistance. Et là, on a le canal. Donc si on a un retour, vous voyez, là on a un beau support. Donc attention, hein, on ne paye jamais, on n'achète jamais dans une tendance baissière, hein. On se positionne toujours à la vente. Les supports permettent de prendre des bénéfices et ne sont pas des opportunités d'achat. Donc voilà, NZD rebond. Bon, alors pareil, là on est dans un rebond. N'achetons pas une résistance. Ne vendons pas une résistance. Vendons le repli. Donc on attend le repli du NZD pour se positionner à la vente. Mais en aucun cas on va vendre par exemple la moyenne mobile à 50 jours ou le nuage Ishimoku ou l'oblique. On attend clairement des signaux baissiers, un renversement avant de se positionner à la vente tout le temps. Qu'elle soit dans une tendance haussière, dans une tendance baissière, peu importe, on attend toujours un signal dans le sens de la tendance. C'est pas parce que le prix arrive à une résistance qu'il faut vendre le cours. D'accord? On attend que le cours se renverse sous cette résistance pour le shorter. Et vice versa pour les stratégies acheteuses. Toujours attendre des signaux dans le sens de la tendance, hein. Ça, c'est clairement quelque chose qu'il faut faire attention, hein. Pour l'AUD, c'est pareil. L'AUD, même, j'ai envie de dire que la tendance baissière, elle est encore plus prononcée. Et le momentum est de plus en plus important. Donc là, on a une oblique 2017 où il n'y avait pas vraiment de guerre commerciale. Et depuis le début de l'année 2018, on a la guerre commerciale qu'on peut, comment dire, observer sur les prix puisque on a cette oblique, la tendance de l'AUD à la baisse qui s'est accentuée. 1, 2, 3 points de contact. 3 points de contact, c'est largement suffisant pour tracer une oblique. On prend le creux entre les 2 tops qui composent cette oblique, cette résistance, et là on a le canal. Et voilà également le rebond. À noter que le stochastique est également élevé, le RSI pas réellement, mais pareil, on attend un retournement à la baisse, un renversement avant de shorter l'AUD à nouveau. Pour le moment, l'AUD, il rebondit. Il rebondit, donc il n'y a pas de signaux baissiers exploitables. Mais en tout cas, on voit qu'on est dans une tendance baissière qui est, comme le NZD, indiscutable, pris sur la moyenne mobile à 200 jours, pris sous le nuage Ishimoku, sous les moyennes mobiles à court terme 50 et 20. Alors non, au-dessus de 20, mais bon, voilà, 20 c'est clairement pour donner la tendance à court terme. Donc voilà, au-dessus moyenne mobile 50, 200 et en dessous du nuage et dans ce canal baissier. Donc voilà, il n'y a aucun doute, la tendance est baissière sur la UD. Et on attend simplement le renversement, un avalement baissier, une shooting star, peu importe. On attend des signaux baissiers pour passer à la vente sur la UD. L'euro, vous voyez, il a du mal à progresser à court terme. Il a du mal à progresser et cette semaine, ça devrait être en soi, l'euro en lui-même devrait être rythmé par le budget italien, par le spread BTP Bund. Donc, observons
faut faire attention au spread BTB et Bund. Et d'un autre côté, comme je vous ai dit, moi je m'attends à un rebond du dollar jusqu'à mercredi. Et mercredi, post-Fed, ou alors jeudi matin, voilà, en tout cas mercredi soir, jeudi matin, une reprise à la baisse du dollar parce qu'on ne devrait pas avoir de nouvelles surprises du côté de la Fed. Aucun facteur qui devrait justifier une nouvelle hausse des taux. En tout cas, c'est ce que j'anticipe. C'est pas sûr à 100%, mais c'est pour ça que du coup, un stop est toujours important. Mais donc du coup, l'euro-dollar, je pense qu'il devrait connaître un début de semaine assez sous pression. Qu'on va voir juste dans un petit instant. Et ensuite, selon la Fed et surtout selon le résultat, enfin l'annonce du budget italien, eh bien soit on a un euro qui sera bullish ou soit un euro qui restera sous pression. Je ne dis pas qu'il va être baissier, mais voilà, on aura un euro qui va beaucoup dépendre du budget italien. Bon, le GBP, tout va dépendre de la livre sterling. On a eu une belle baisse vendredi, mais bon, rien qui remet en cause la récente tendance, enfin le début de tendance haussière. Je vous rappelle, on a une oblique ici qui va chercher tous les sommets depuis le point bas. On a eu la cassure, là on est sur la span B sous la moyenne mobile à 20 jours. On a un stochastique qui n'indique rien de très très bon. Mais on a un RSI qui rebondit sur 50, donc ça c'est important, un RSI qui rebondit sur 50. Voilà, on a peut-être fait le point bas à court terme sur le GBP. C'est peut-être le moment d'accumuler une nouvelle position. Pas forcément face au dollar, parce que comme je vous l'ai dit, le dollar à court terme devrait être haussier. Je pense que ça va être la devise qui va surperformer le Forex ces 2 prochaines séances, lundi, mardi au moins. Donc voilà, je pense que le GBP, USD, l'euro-dollar, en fait toutes les paires majeures vont être sous pression à court terme. C'est vraiment ma conviction du début de semaine. Donc voilà, pour ceux qui sont en day trading, ça pourrait vous intéresser. Donc pression sur les paires majeures à court terme. Maintenant, deuxième partie de la semaine, je m'attends plutôt à une baisse. Donc le GBP, même si on a un petit rebond en intraday, vu qu'on a une hausse du dollar qui devrait surperformer, on va toujours avoir un GBP USD qui va être sous pression. Le franc suisse, divergence baissière, vous voyez sur du journalier, divergence baissière, stochastique, RSI. Bon, en clair, je m'attends à une baisse du franc suisse à court terme. Un retour finalement à ce sommet de février 2018. Donc voilà, perspective baissière sur le CHF. L'USD, bon, on l'a vu ensemble. Et le CAD sous résistance qui n'arrive pas à dépasser, vous voyez ce sommet, mai, août. Voilà, si on a un dépassement de cette résistance, dans ce cas, ça sera un signal haussier. Mais pour le moment, voilà, le CAD est sous résistance. Donc si je devais résumer mes perspectives à court terme, c'est hausse dollar, hausse yen. Vraiment, je me base sur analyse technique. Baisse AUD, baisse NZD, bien qu'on n'ait pas encore les signaux. Euro, GBP, pareil. Euro, GBP, je m'attends à une petite baisse à court terme. De toute façon, si on a une hausse du dollar, le GBP et l'euro sont assez impactés. Donc, en clair, voilà, euro-dollar. On est revenu à 17,33. Vous voyez là, l'objectif a été atteint, l'objectif de court terme de vendredi. On aura probablement une baisse sous ce niveau-là. Enfin, je n'exclus pas en tout cas une baisse en dessous de ce niveau de prix. Alors, on va utiliser les retracements de Fibonacci. On va voir d'un point de vue de l'analyse technique. Donc, si on prend les deux plus bas, voilà, pour le moment, 2 objectifs atteints sur l'euro-dollar. La hausse jusqu'à 1,1733, la vente jusqu'à 1,1733. Alors, donc on a, vous voyez, une oblique ici, avec 3 points de contact. Donc, on a ce niveau, comment dire, de support. On a ce niveau de support. On peut utiliser un retracement de Fibonacci également pour surveiller les seuils en cas de cassure. 38, 50, donc c'est vers les 1,1650. Bon, là on est sur support. Je dirais pas que c'est le moment de vendre. Parce qu'on est quand même, vous voyez, pivot hebdomadaire, bas du canal. En daily, on est sur l'ancienne résistance, du mois d'août. Résistance du mois d'août. Donc voilà, on est sur un support important. Par contre, si on a un breakout sous les 1,1733, je pense que ce sera possible de viser le S1 hebdomadaire. Ce qui ne remet pas en cause nos objectifs haussiers jusqu'à 1,1852, puis les 1,20. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut payer les 1,1733
pour viser les 1,1850? La réponse est pour le moment non. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce matin, ça soit une bonne opportunité parce que je m'attends vraiment à un enfoncement de la paire euro-dollar, soit aujourd'hui, soit demain. Je pense que le marché va, voilà, comme on le sait, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, c'est-à-dire acheter le dollar à court terme, le vendre après la Fed. Donc voilà, et en plus de cela, il n'y a pas vraiment de raison d'acheter l'euro aujourd'hui, à part si l'enquête IFO ressort bien au-dessus des attentes. On a le budget italien qui est synonyme d'attente de la part des investisseurs. Donc voilà, l'euro devrait rester assez flat cette semaine, au moins en tout cas jusqu'à jeudi. Donc voilà, l'euro-dollar, d'un point de vue de prix, ça me semble intéressant de le payer, parce qu'on est sur un pivot hebdomadaire et un de 7,33. Maintenant, en termes de timing, je pense qu'on peut attendre un petit peu, parce qu'on pourrait avoir un petit enfoncement, vous voyez. Donc attendons plutôt, euh, je dirais mardi dans l'après-midi ou mercredi matin, voir où en est l'euro-dollar pour se positionner. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas rater un point d'entrée, ce que je peux comprendre, pourquoi pas splitter la position, c'est-à-dire prendre une partie de l'achat à 1,1733 et à la rigueur prévoir une autre partie voilà, d'achat, une autre position acheteuse au SM hebdomadaire. Comme ça permet d'être sûr d'être dans la tendance pour un manque de moyen terme, hein, la tendance de moyen terme de l'euro-dollar, et dans le même temps, comment dire, ne pas totalement se mettre à 1,1733 parce que ça pourrait ne pas être le point bas de la semaine. Il y a cette oblique également qui va être intéressante. Cette oblique qui va chercher le point bas depuis les points bas depuis le début du bull market. Donc on n'a pas vraiment on a que 2 points de contact. Donc oui, c'est pas suffisant, mais voilà, c'est quand même à noter. Donc voilà, euro-dollar, pourquoi pas acheter une partie ici et une partie vers cette oblique en fait, vers cette oblique qui, je rappelle également, ça va être 38% de retraitement de cette tendance, hein. 38-50%. Voilà. En tout cas, ce matin, on est sur un support majeur qui est 1,1733 et l'objectif, toujours en swing trading, c'est bien les 1,1852. 1,1852. GBP USD, même topo. GBP USD, vous voyez, on est revenu à 1,3050. C'est techniquement un niveau de prix assez intéressant pour passer à l'achat. On en a parlé il y a la semaine dernière, hein. Ouais, on avait dépassé la moyenne mobile à 20 jours. Ensuite, on a eu une belle baisse à la suite du discours de Theresa May vendredi qui a été particulièrement décevant, hein, concrètement. Particulièrement décevant. Maintenant, on est sur un span B, on est sur l'ancien, pareil, sommet de août. Ça correspond à 1,1733 de l'euro-dollar, hein, ce 1,3043. Voilà, donc techniquement, ça peut se payer sur du swing trading. Maintenant, c'est possible qu'on ait un GBP qui va être sous pression, qui a même touché les 1,30 si le dollar surperforme aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Donc c'est possible d'acheter un GBP USD à 1,3040, 1,3050 et une autre partie à 1,30 pour se positionner sur du swing trading jusqu'au R2 mensuel qui est vers les 1,34. L'USD Yen 112,68, 113,78 qui est le plus haut, hein, depuis le rebond, hein, de l'USD Yen. C'est le niveau de prix à ne pas dépasser pour shorter la paire. USD Yen, le meilleur prix de vente, c'est 113,17. 113,17, c'est le meilleur prix de vente. Maintenant, encore une fois, vu qu'on s'est fait stopper 2 fois, hein, sur la SDN la semaine dernière, c'était 2 stratégies perdantes. On attendra davantage de confirmation de la part de l'analytique, c'est-à-dire des signaux clairement baissiers. Pour le moment, on a un prix qui rebondit. Le stochastique, oui, émet quelques signaux, il est dans sa zone de survente, il y a eu quelques croisements, mais voilà, on attendra un nouveau croisement et même voilà une baisse du stochastique avant de se positionner à la vente. Donc l'USD Yen, pour moi, c'est le wait and see, c'est-à-dire on attend, on regarde, et dès qu'on aura un renversement, ça sera le moment de le shorter. S'il y en a un, moi je m'attends à un renversement, mais pour le moment on n'en a pas. Et si c'est le cas, vous voyez, on pourra vendre l'USD Yen vers les 113,77 avec un stop assez serré vers le R2 mensuel, et on aura un ratio de extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Donc voilà, l'USD Yen, pour le moment, on observe. L'AUD-USD, le canal, c'est vraiment, et regardez cette moyenne mobile à 50 jours, c'est vraiment la moyenne mobile à surveiller. Le stochastique qui est en hausse, qui est en forte hausse,
et on attend simplement le croisement de ce stochastique pour passer à la vente. Et plus que l'AUD-USD, le mieux, ça sera de vendre l'AUD face à une devise qui est particulièrement baissière, puisque vous savez, moi, l'USD, j'ai, une conviction plutôt baissière maintenant à moyen terme pour les prochaines séances, au vu de l'analyse technique du XY. Je rappelle, la semaine dernière, il y a eu une épaule tête épaule qui a été confirmée avec l'indication sur la ligne de coup et qu'il a un objectif baissier à 92 points pour le XY. Donc, voilà, si on doit vendre l'AUD, c'est pas forcément face au dollar USD, mais ce sera plutôt face, par exemple, à l'euro, si on a un budget italien qui n'est pas, inquiétant, ou alors face au yen. Voilà, tout simplement. Donc l'euro UD, on est revenu à 38%. Je pense concrètement que c'est un niveau de prix assez intéressant pour se positionner à l'achat. Maintenant, en termes de timing, c'est pareil que l'euro dollar, c'est-à-dire que l'euro devrait rester plutôt flat, pas très volatile en attendant le budget italien. Et c'est à l'issue du budget italien qu'on aura une nouvelle impulsion de l'euro, soit la hausse, soit la baisse. Voilà. Mais en tout cas, en termes de niveau de prix, l'euro dollar me semble assez intéressant. D'ailleurs, d'un point de vue ratio risque-rendement, 103, si on met le plus haut, 178. Donc c'est pas non plus très intéressant. Par contre, à 1,60, si on a un retour à 1,60, eh bien on pourra s'intéresser aux positions acheteuses pour viser l'ancien sommet et même des nouveaux plus hauts. Voilà, on attend tout simplement, moi je pense que c'est possible d'attendre un pullback, un retour de l'euro vers les 1,60 pour se repositionner à l'achat. Et encore une fois, ce stochastique pourra nous permettre de donner une indication sur le timing d'entrée. Pour le moment, le stochastique n'émet pas de signaux bullish. Vous voyez qu'on a un stochastique il est bull, l'euro UD. L'euro UD est bear. Enfin, ce stochastique, il est plutôt bearish. Donc, on attend en fait un croisement. C'est vrai que c'est le croisement du stochastique qui émet un signal pour passer à l'achat. Donc ça, cette stratégie acheteuse à 60-60, on la met en suspens. C'est que si on a un croisement du stochastique, on pourra passer à l'achat. Pareil pour l'euro NZD. Alors, euro NZD, NZD USD. NZD USD, c'est le même topo que l'AUD. C'est-à-dire, c'est encore même mieux. NZD USD, résistance 0,67. Voilà, là on surveille le stochastique. Le stochastique est très important sur les paires AUD NZD. Déjà la première chose qu'on devra surveiller, ça c'est à noter, c'est ces index, l'AUD et le NZD. Quand on aura ce croisement, et vous voyez que c'est relativement proche, c'est une question de séance pour l'AUD et pareil pour le NZD. Dès qu'on aura ce croisement de l'un des indices NZD et AUD, honnêtement, ça sera face à l'euro, soit face au dollar qu'il faudra shorter l'AUD ou l'NZD. Et pour décider si ce sera face à l'euro ou soit face au dollar, excusez-moi, ce sera selon la Fed et selon le budget italien. C'est possible qu'on ait une Fed qui revoit la hausse ses projections macroéconomiques et qu'on ait un budget italien décevant, ce qui enfoncera l'euro-dollar à 1,15. D'accord? C'est totalement possible. Maintenant, c'est vraiment pas le scénario que j'envisage. Et comme vous savez, on peut jamais être sûr sur le marché financier. Si on attend d'être sûr, c'est-à-dire qu'on attend que l'annonce soit faite. Et tout a été pricé, donc on n'a aucun mouvement. Dès que le marché est certain, on n'a plus de mouvement, on n'a plus de réaction, puisque c'est totalement pricé dans les prix. Tout est une question, vous savez, dans les marchés, c'est la spéculation. Donc voilà, c'est toute une question de ratio risque-rendement. Est-ce que ça vaut plus la peine de rentrer à l'achat? Est-ce qu'il y a plus de potentiel haussier ou baissier avec l'annonce? Moi, personnellement, je m'attends plutôt à comme je vous l'ai dit, à une réaction haussière du dollar en ce début de semaine. Seconde partie de la semaine, plutôt baissière, post-Fed. L'euro, tout va dépendre du budget italien. Je m'attends à une consolidation de l'euro d'ici le budget italien. Et ensuite, soit une hausse, soit une baisse. Ça va vraiment dépendre du budget. Pour l'AUD et le NZD, je pense que voilà, les rebonds touchent à leur fin et que c'est le moment de s'intéresser aux signaux baissiers. C'est pas encore le moment de les shorter, mais c'est intéressant ça devient intéressant de se positionner, de s'intéresser aux positions short. Pour ce qui est CAD, honnêtement, CAD, j'ai pas vraiment d'avis à court terme. Tout va dépendre de l'ALENA. Je vous rappelle qu'il y a une deadline qui a été donnée par Donald Trump, c'est 1er octobre. Donc en fait, fin de la semaine, il me semble, nous sommes le 24. Voilà, fin de la semaine, c'est la deadline pour une négociation de l'ALENA. Donc c'est un peu comparable au GBP, c'est-à-dire que la volatilité devrait s'accentuer à mesure
qu'on s'approche de cette deadline. La moindre annonce sera assez volatile. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'accord qui est trouvé. Et là, l'ENA tient, le Canada tient tête à l'administration Trump, qui indique que voilà, le Canada souhaite un bon à l'ENA et non pas à l'ALENA un accord de l'ALENA juste pour voilà, conclure ces renégociations. Je rappelle que le premier partenaire économique du Canada, c'est les États-Unis. Donc le Canada a intérêt d'avoir un bon accord avec les Américains. Sinon, eh bien, ça pourrait toucher, impacter leur économie. Bon, et si on a un accord de l'ALENA qui est trouvé, bien évidemment, on aura une hausse importante, je pense, du CAD. Pourquoi? Bien parce que ça devrait accélérer le rythme de hausse des taux de la Banque du Canada. Et par conséquent, le spread, le différentiel 2 ans canadien, 2 ans US va se rétrécir, va même diminuer ce spread obligataire. Et vous savez que si on a ce spread obligataire, c'est baissier pour le SD4. Donc en fait, moi personnellement, j'anticipe. On sait qu'il y aura un accord de l'ALENA. C'est qu'une question, on va dire, de jours, voire de semaines. Mais à mon avis, il y a de fortes chances qu'il y ait un accord. Donc soit on attend que l'ALENA qu'il y ait un accord qui est officialisé pour acheter le CAD, ou soit on anticipe cet accord. Si on veut anticiper cet accord, on achète les replis. Buy the dip. Vous savez, ce fameux adage également, buy the dip. Bon, ça, c'est surtout sur les marchés actions, c'est-à-dire acheter les replis. Donc voilà, moi, j'anticipe un accord qui sera trouvé. Ça peut être demain, hein, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 3 semaines. Voilà, mais donc c'est pour ça que finalement, j'attends ces rebonds de l'USD CAD pour me positionner à l'achat sur le canadien, sur le dollar CAD. Et l'USD CAD, bon, on anticipait un rebond sur un moyen mobile jusqu'à 1,30. Encore une fois, tout est une question de ratio risque-rendement. Si on revient à 1,30, il faudra voir si on a un stop qu'on peut placer relativement proche, enfin proche. On va pas le mettre proche juste pour avoir un ratio risque-rendement, mais on va le voir si le prix est proche d'une résistance, qu'on a le renversement. Et si on a un ratio risque-rendement qui, comme vous savez, est supérieur à 2, dans ce cas-là, on aura une stratégie qu'on pourra mettre en place. Donc, à mon avis, ce qu'on va voir sur l'USD CAD, de toute façon, on l'avait déjà dit vendredi, c'est un retour vers les 1,30. Ensuite, on aura un signal baissier qui, je l'espère, sera donné. Enfin, j'espère. Il faudra rester vigilant et c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre les 1,30 parce que c'est 1,30. Mais si on a un signal baissier à 1,30, ensuite on pourra se shorter. Et moi, ce que j'envisage, c'est voilà, si on a un accord de l'ALENA, concrètement, on pourra viser le bas du canal. Hein. On pourra clairement viser ce bas du canal. C'est quel jour le budget de l'Italie? Alors, le budget de l'Italie, c'est jeudi. Hein. Jeudi qui sera annoncé. Ouais, donc si je devais résumer un peu pour ce qui est du Forex, hein, ma perspective c'est bullish USD, bullish yen à court terme. À l'inverse, euro flat, AUD, NZD, je pense qu'on arrive en fin de tendance haussière, enfin en fin de rebond, pardon. Le franc, je m'attends plutôt à une baisse. Maintenant, je vois qu'il n'y a pas encore de baisse. On a des divergences, mais on n'a pas encore de baisse du prix, donc c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est pas impossible, mais c'est risqué de passer à la vente tout de suite sur le CHF. Je vous rappelle que le CHF est extrêmement, enfin, il est, comment dire, à court terme, il est assez corrélé au spread BTB Bund. Donc en fait, le franc réagira de façon inverse à l'euro cette semaine. Si on a un budget italien qui est vraiment inquiétant, qui est synonyme de hausse du déficit du gouvernement italien, le franc s'appréciera. Et à l'inverse, si on a un budget qui finalement rassure les investisseurs, le franc baissera parce que la hausse du franc qu'on voit hein, depuis ces dernières semaines, elle est alimentée par les inquiétudes sur l'Italie, concernant l'Italie. Donc voilà, si on a finalement ce budget qui rassure les investisseurs, eh bien le franc vraiment baissera. Il baissera. Et l'euro CHF, on pourra s'attendre à un retour. Ouais, moi l'euro CHF, je m'attends clairement à un retour à 1,15. Rien que d'un point de vue analyse technique, si on ne fait pas attention à l'analyse fondamentale, regardez techniquement. Bon, certes, on est dans une baisse, on a une épaule tête épaule, d'accord. Mais là, on a un stochastique, il y a même un RSI, si on regarde, hein, c'est pareil, une divergence importante. On a une divergence importante. Et d'un point de vue, encore une fois, ratio risque-rendement, qu'est-ce qu'on a? On prend la règle. Stop sous récent plus bas, c'est du 86 pips. Pour viser la ligne de coup, 1,1450, c'est la résistance.
180 à peu près. Donc 86 pour 180, ça fait un ratio de rendement supérieur à 2. Donc là, pour moi, l'euro s'achève, il y a quelque chose à faire dès ce matin. Dès ce matin, il y a quelque chose à faire. Alors, ça va, ce trade, hein, c'est le trade du budget italien. Hein. C'est vraiment, tout va reposer sur le budget italien. D'accord? C'est pour ça qu'il faut obligatoirement mettre des stops hein, sur les marchés, quand on trade les marchés. Mais je pense qu'ici, là, on a une stratégie assez intéressante. On a une stratégie assez intéressante si on s'attend à ce que le budget italien ne dérape pas. Voilà. Donc moi, je m'attends, voilà. Euro s'achève. Pour moi, il y a quelque chose à faire. Avec, bien évidemment, toujours se couvrir en mettant un stop hein, pour invalider la stratégie. Pour invalider la stratégie. Voilà, on passe sur les marchés actions. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? Donc, je vous rappelle, la semaine dernière, on a une forte hausse hein, sur les marchés actions. Le CAC, par contre, vous voyez, donc on a une hausse hein, vendredi. Mais regardez ce CAC qui est inscrit dans un canal baissier, 5500 points, la borne haute du canal. Donc, on a une double résistance sur le CAC 40. Donc, voilà, CAC sous résistance. Le DAX, est-ce qu'il est sous résistance également en journalier? Ensuite, on va passer en intraday. DAX. Alors, je vais enlever ces volumes. Hein. Donc, on a une oblique, voilà, une oblique qui vient chercher les points hauts depuis, alors, depuis le début de l'année. Je vous rappelle, hein, le DAX, c'est, enfin, les actions allemandes et le DAX plutôt, c'est l'indice le plus, comment dire, le plus exposé à une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc, tant qu'on aura des conflits commerciaux entre les États-Unis et par exemple la Chine, on aura une pression sur le DAX parce que qui dit tension entre États-Unis et Chine dit tension, enfin une potentielle guerre, enfin des tensions commerciales qui vont s'installer entre les États-Unis et l'Europe. Et là, le DAX, vous voyez qu'il est également sous résistance, sous les 12 500 et sous cette oblique. Voilà, ça c'est à noter. Donc CAC sous résistance, DAX sous résistance, c'est pas bon pour les marchés actions. Enfin, en tout cas, la perspective à court terme n'est pas très bonne. Si on a un breakout des 12 500 sur le DAX et des 5005 sur le CAC 40, dans ce cas-là, on pourra vraiment voilà, s'attendre à un rebond assez important. Mais là, à court terme, on voit qu'on est sous des résistances importantes. L'oblique, elle a été éprouvée, hein, 1, 2, on est, voilà, on a quand même une belle oblique baissière. Le CAC, pareil, 1, 2, 3 baisses. Voilà, donc si on a une cassure, ça sera objectif haussier jusqu'au sommet. Voilà. Maintenant, tant qu'on n'a pas de cassure, la perspective elle est plutôt baissière. Donc, faut s'attendre. En fait, on attend juste des signaux baissiers. Et vous voyez que le stochastique commence à en émettre pour shorter le CAC. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller viser le bas du canal, mais déjà une correction de 38% me semble clairement possible. Donc, vous voyez un retour à 3400. Et avec le niveau de prix actuel, vous voyez, si on se met au-dessus, légèrement au-dessus de 5005, si on se met légèrement au-dessus, vous voyez, de ce sommet, hein, 27 points de risque pour, allez, pivot mensuel. Mais le pivot mensuel, il va être changé en fin de semaine puisqu'on passera en octobre la semaine prochaine. 72,6, 72,6, 93 à peu près, donc 80 points allez, d'objectif pour 25. Ça fait un ratio de rendement supérieur à 3. Donc là, on a un CAC quand même avec une stratégie vente et clairement préférée. Stratégie de vente clairement préférée. Stratégie d'invalidation si on passe au-dessus des 5005. Pour le DAX, pareil. DAX, voilà, on voit qu'on a du mal à passer ce pivot mensuel. Stochastique 4 heures, pareil, qui est pas très rassurant. Hein. N'est pas très rassurant. Voilà, quoi dire de plus? Ouverture avec un gap baissier. Ça, c'est important aussi également à noter. Donc, pour moi, on a un momentum qui s'est clairement affaibli depuis vendredi, hein, vu qu'on a atteint des résistances majeures. Et vu la hausse qu'on a eue sur les indices européens, ça me semble cohérent qu'on ait une prise de bénéfice à court terme. Vous voyez donc, voilà. Pareil, indice DAX. Alors, d'un point de vue ratio risque rendement, qu'est-ce qu'on a? Si on doit viser un retracement de 38% de cette hausse, bon, je dis pas qu'on va avoir une correction jusqu'à tout en bas. En tout cas, c'est pas ce qui est prévu pour le moment. Mais si on a simplement un repli de 38%, ce qui est le minimum hein, dans un retracement généralement, il y en a qui utilisent les 23%, mais honnêtement 23%, c'est pas vraiment exploitable parce que dès qu'on vend, on est déjà presque à 23, donc
Voilà. Donc si on vend actuellement pour viser 38%, c'est-à-dire 12 232, donc, et qu'on met un stop au-dessus du récent sommet, donc 81 pour 139, ça fait un ratio de rendement inférieur à 2. Donc par contre, le DAX, il y a une possible baisse, mais est-ce qu'il y a une opportunité? C'est un peu plus délicat. Si on visait 50%, pourquoi pas? Parce que si on visait 50%, je rappelle donc 80, et pour 50, c'est 225. Donc là, oui, là, il y a quelque chose à faire. Mais pas si on vise les 38%. Donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, indice européen, moi pour cette semaine, en tout cas ce début de semaine, d'un point de vue d'analyse technique, je suis clairement baissier. Hein. Je suis clairement baissier. Vous voyez que ça me fait beaucoup penser à ce qu'on a connu fin août. Hein. Regardez le stochastique. Vous voyez. Et ensuite, on a eu une baisse. Donc, voilà. Pour moi, 38%, c'est les premiers objectifs. Si on atteint 38%, honnêtement, gardons une position. Toujours, c'est très important de mettre je trouve ça de plus en plus important à mettre un trailing stop. Parce qu'en fait, on ne sait jamais jusqu'où la tendance va se terminer. Donc pourquoi prendre tous ces bénéfices à un objectif précis alors qu'on pourrait garder un bénéfice du doute et finalement garder une partie de la position. Donc moi, les objectifs que je donne, c'est vraiment des premiers objectifs initiaux. Après, c'est à vous de voir si vous voulez prendre tous vos objectifs, etc. C'est à vous de faire votre propre analyse également. Mais étant donné qu'on ne sait jamais jusqu'où le prix va rebondir, se renverser, ça peut être intéressant de garder une partie d'une position jusqu'à temps que le prix rebondisse. Voilà, donc on n'est pas obligé de prendre tous les bénéfices, clôturer l'entière de sa position à 38%. Donc c'est le premier objectif qui va permettre de prendre une partie des bénéfices, mettre son stop à son break-even, comme ça il n'y a plus de risque sur cette position. Et ensuite on peut laisser courir les gains. Toujours garder à l'esprit qu'il faut laisser courir les gains et couper les pertes tôt. C'est pour ça qu'il y a un stop relativement serré par rapport à son objectif. Donc c'est relatif, mais en clair, ça veut dire que si on a un ratio de rendement supérieur à 2, on a un stop qui est plus serré par rapport à son objectif. Voilà, donc serré, ça veut rien dire. Enfin, court, un stop au court, ça veut rien dire. Mais dès qu'on a un ratio de rendement supérieur à 2, on a un stop qui est forcément 2 fois plus court que 2 fois moins long, pardon, que son take profit. Et donc ça permet d'être sûr qu'on coupe les pertes relativement tôt et qu'on laisse courir les gains de façon assez importante, parce que le ratio scorement de 2, l'objectif, qui est 2 fois plus important que le stop, c'est le premier objectif. Si vous laissez courir votre position, ce ratio va augmenter. Voilà, donc stop au-dessus du récent sommet. Pour moi, un peu au-dessus du récent sommet. Voilà, après, c'est à vous de voir aussi également de faire votre analyse. Visez dans un premier temps les 38, 50, et même en fait jusqu'à temps que le cours rebondisse. Donc voilà. Donc baissier pour les indices européens à court terme. Baissier pour les indices européens. Je regarde rapidement ce spread Italie-Allemagne qui est le baromètre du budget italien, enfin de la perspective d'investisseurs concernant le budget italien, qui dit hausse de ce spread, dit, eh bien vous le savez, un marché qui est tendu. Et là on voit que le spread recommence à augmenter. Il recommence à augmenter, donc ça devrait faire pression sur l'euro. Alors il n'y a pas que ça qui fait pression sur l'euro, il y a également la situation des marchés émergents, et on le voit à court terme, on a la situation des marchés émergents qui fait plus pression que sur ce spread. À court terme, marchés émergents rebondissent, donc c'est bénéfique pour les marchés européens. Mais voilà, on a ce spread qui pourrait prendre beaucoup plus d'influence que ces dernières semaines, vu que ça y est, le budget italien, c'est jeudi. Donc on devrait avoir sans doute ce spread qui va prendre encore plus d'importance sur le marché que ce qu'on avait la semaine dernière ou il y a 2-3 semaines. Alors Cole qui nous dit comment réécouter la séance. Alors ce sera disponible sur YouTube d'ici 2 heures à la fin de ce webinaire. Donc en fin de matinée, vous devriez retrouver ce webinaire sur YouTube sur la chaîne DailyFX France. Et ensuite, on passe sur les commodities. Brent, brut. Alors le Brent, si on a clôture au-dessus des $80, c'est bull market. Alors 80 plus précisément, c'est pas 80, mais c'est 80,44. C'est le sommet, vous voyez, de mai. Si on a une clôture journalière au-dessus cette résistance, on aura un momentum clairement bullish. Et ça sera parti pour aller chercher bien plus haut, les 85. Voilà, on ira chercher un niveau de prix très élevé.
On ira chercher en fait ce support, 89. Si on a un breakout des 80,44, on vient chercher les 89. Pour le brut, on a eu le breakout des 70. Alors, on avait une stratégie de rachat des 70 $. Rappelez-vous, pour viser donc l'ancien sommet. Pour ceux qui sont à l'achat sur le WTI, vous pouvez garder la position jusqu'à 74. À part si on a le Brent. Si le Brent, soudainement, se replie, il y a un avalement baissier par exemple, faudra probablement prendre ses bénéfices sur le brut. Mais le brut, bon là, il n'y a pas, au prix actuel, il n'y a pas de stratégie parce que d'un point de vue ratio risque-rendement, vous voyez, si on essaie de mettre un stop en dessous du plus bas, 185, et on vient viser le sommet à 215, on a un ratio risque-rendement légèrement supérieur à 1, mais bien inférieur à 2. Donc c'est pas, il n'y a pas d'opportunité. Il y a un signal haussier, mais il n'y a pas d'opportunité. Bon, par contre, ceux qui sont déjà à l'achat, depuis 70 $ par exemple, vous pouvez maintenir la position acheteuse jusqu'à 74,80. 74, pardon, 0,8. Et même si le Brent demain clôture au-dessus des 80,44, c'est 75, le WTI ira beaucoup plus haut que les 74 $. Au-dessus des 74 $, qui est l'équivalent des 80,44 sur le Brent, puisque c'est le sommet de l'année qui a été atteint en juillet. Tac. Donc si on a le Brent qui passe au-dessus de 80,44, le WTI, on ira chercher un retour à 78. Et pour ce qui est de l'or, bon, vous savez que, voilà, je le répète encore une fois, mais je m'attends à une hausse du dollar à court terme ces 2 prochaines séances. Ça ne change en rien ma perspective à moyen terme et de swing trading qui est clairement baissière sur le dollar, post-Fed. Donc, si on a une hausse du dollar à court terme, on aura bien évidemment une baisse de l'or. Donc, l'or, 1197. Attendons qu'il retourne à 1190, 1195. Comme vous savez, ce niveau de prix, c'est un niveau de prix qui me semble intéressant pour passer à l'achat. Donc voilà, entre pivot mensuel et le S1 hebdomadaire, surveillons les signaux qui sont donnés par les oscillateurs, par exemple, pour passer à l'achat. Et attendons surtout le rebond, plus que les oscillateurs, plus que n'importe quel indicateur. Ce qu'on trade avant tout, c'est le prix. Donc on attend le rebond du prix, mettre un stop sous le récent plus bas et viser, voyez, les sommets. Donc voilà, je m'attends à un or sous pression ces 2 prochaines séances parce que voilà, je m'attends à ce que le dollar soit assez bullish avant la Fed. Encore une fois, achat de la rumeur, vente de la nouvelle. Surtout que la semaine dernière, on a vu le dollar extrêmement baissé. Donc on devrait avoir un rachat de position, voilà, des prises de bénéfices sur les devises des paires majeures outre que le dollar. Donc prise de bénéfices sur l'euro, sur la livre sterling, la USD, etc., etc. Donc forcément, ça va faire monter le dollar. Et en plus, là, on est avant la Fed. Donc voilà. Vraiment, je m'attends à une hausse du dollar aujourd'hui, demain, mercredi, ça devrait être plutôt flat, et jeudi, tout va dépendre de la Fed, mais clairement, je m'attends à une baisse du dollar, et donc hausse de l'euro, hausse de l'or, hausse du GBP, et voilà. Donc, or, concrètement, sous pression, on revient sur un niveau de prix qui me semble intéressant. Alors, pas encore 1197, je pense que vous pouvez aller chercher encore un peu plus bas d'ici mercredi. Donc, si on vient à 1195, honnêtement, pourquoi pas chercher à se positionner à l'achat vers ce niveau de prix. Mais encore une fois, attendons des signaux techniques qui sont haussiers. Et donc voilà, écoutez, pour ce point de marché. Voilà pour ce point de marché. Donc analyse de court terme, je conclus. Indice européen sous résistance, donc plutôt une perspective baissière à court terme sur les indices européens. Au niveau du Forex, donc hausse du dollar, hausse du yen. Alors le hausse du yen, simplement l'analyse technique. Le yen, le voici. Donc tout se joue sur ce support. Si on a le yen qui demain décide d'évoluer, de casser cette zone de support, dans ce cas-là, on invalidera les stratégies acheteuses sur le yen. Mais dans le cas contraire, le yen à court terme garde une perspective haussière. Vous voyez que ce support a été testé à de multiples reprises et le yen a rebondi à de multiples reprises dessus. Donc voilà, ne jugeons pas trop tôt le yen, ne prenons pas de décision trop tôt, surtout qu'on est sur un niveau clé pour le yen. Donc voilà, ni à l'achat ni à la vente, on attend un petit peu, mais concrètement, perspective haussière sur le yen à court terme, sur le dollar, surtout sur le dollar, plus que le yen, le dollar aujourd'hui, demain devrait être, je pense, assez bullish.
Et à l'inverse, toutes les autres devises, hein, euro, AUD, NZD, GBP, voilà, ces devises-là devraient être sous pression aujourd'hui et demain. Le Rocatifo, bien évidemment, sera un rendez-vous à surveiller à 10h. À 10h. Et voilà. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, merci pour votre attention. Je vous dis à tout à l'heure, 13h pour mon webinaire spécial crypto-monnaie. Il y a des configurations qui sont sur Bitcoin, quelque chose assez intéressant. On va se focaliser sur du long terme. Voilà, je pense que le Bitcoin est assez bas et qu'il y a potentiellement quelque chose à faire. Donc voilà, j'aurai l'occasion d'en parler à 13h. Écoutez, pour ceux que je ne trouverai pas à 13h, écoutez, passez une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés. Je vous dis à demain. À demain pour mon prochain webinaire quotidien et voilà, webinaire qui sera disponible en replay sur YouTube d'ici 2 petites heures.